Que s'est-il passé à Haïti en 1946? Certains parlent de révolution, d'autres préfèrent parler de mouvement. Dans cette vidéo, nous allons partager avec vous un extrait d'un débat entre Jean-Dominique et Gérard Chenet, écrivain et militant politique, qui a vécu au Sénégal pendant plusieurs décennies et qui a participé, ainsi que d'autres jeunes intellectuels, tels que Jacques-Stéphane Alexis et René Despestre, au mouvement qui a précipité la chute de l'UNESCO en 1946. Espace idéologique et changement de société. Dans notre quête d'une formulation théorique de quelques problèmes de changement de notre société, nous avons déjà interrogé des intellectuels, des écrivains, sur leur conception idéologique. Aujourd'hui, on se souviendra, 6-7 janvier, qu'il y a 44 ans, tout cela commençait en Haïti par ce que l'on a appelé par la suite la Révolution de 1946. Révolution de 1946 que les générations successives ont ramené à un mouvement d'étudiants. Parmi ces étudiants, un groupe de jeunes, René Despestre, Jacques-Stéphane Alexis, avaient lancé le mouvement autour d'une revue, La Ruche. Il est intéressant, 44 ans après, d'interroger quelques acteurs de ce mouvement de 46 et de savoir quel a été leur itinéraire et de savoir aussi s'ils peuvent contribuer à cette quête idéologique pour un changement de société en 1990. Gérard Chenet a été poète, dramaturge, écrivain, un membre de La Ruche, un compagnon de Despestre et de Jacques-Stéphane Alexis, un membre de parti politique progressiste. Progressiste, il l'a été car il a vécu en République démocratique allemande, en Allemagne de l'Est. C'est l'occasion pour nous de lui demander comment, après 40 ans, on est ou on n'est plus socialiste, on est ou on n'est plus marxiste, à la lumière de tous ces événements qui se sont déroulés. Aujourd'hui, avec nous, Gérard Chenet. Gérard Chenet, il y a donc le problème qui se pose entre la discipline et la liberté au sein d'une société qui veut construire quelque chose de nouveau, que l'on appelle socialisme. Maintenant, il faudrait mettre le socialisme au pluriel. Socialisme en Union soviétique, socialisme en Chine, socialiste dans les pays européens de l'Est, socialisme à Cuba, socialisme en Éthiopie, socialisme au Vietnam, socialisme au Cambodge. Il y a donc ces différents socialismes-là. J'ai posé la question à Gérard Chenet, êtes-vous encore marxiste ? Bon, ça c'est le choix philosophique. Mais le choix du militantisme politique, Gérard Chenet, êtes-vous encore socialiste ? Ben, comme je l'ai dit, Jean, j'ai beaucoup remis en question beaucoup de choses dans mon exil et dans ma confrontation avec l'étranger. Et en Allemagne, aussi bien qu'en Afrique, en France aussi. Et en Guinée aussi, vous avez été en Guinée. En Guinée aussi. Et j'ai vu pratiquer le socialisme un peu partout. Et je pense que le mot socialisme, c'est un mot qui passera aussi comme tous les autres, hein, comme maintenant. Et le clivage gauche-droite est en train de s'édulcorer un peu. Et je crois que ça passera et que ce n'est pas ça l'important pour moi. Qu'est-ce qui est l'important pour Gérard Chenet en 86 ? Et l'important pour moi, c'est d'arriver à comprendre avec les autres et à partager. Et le sens de l'unité. Le sens de l'unité. Dans les multiples choses de la vie. Et nous parlions de collectifs et d'individus. Et nous parlions aussi de conflits de classe. Et tous les conflits doivent... Et pour moi, l'important, c'est de résorber les conflits. Afin d'en arriver à des échanges, plutôt. À une synthèse, une symbiose, un enrichissement. Et pas
le rapprochement des vues opposées, divergentes, les intérêts. Mais pourtant, actuellement dans le monde, il y a un conflit à l'intérieur duquel nous nous débattons, nous, Haïtiens, vous au Sénégal, en Afrique, en Amérique latine. C'est le conflit qui oppose des pays qui essaient de se développer. Il y a d'abord le conflit nord-sud. C'est ça, le conflit Il y nord-sud. a d'abord le conflit nord-sud. Le conflit entre la dépendance et les pays qui nous oppriment. Oui, certainement. Et quelle est les différentes voix qui s'élèvent de par le monde maintenant pour envisager le conflit nord-sud? Que disent ces voix? C'est la concertation, le dialogue. C'est la seule solution. Il n'y en a pas d'autre. Est-ce que tu vois le tiers-monde se soulever militairement et agressivement, disons militairement, contre le Nord? Je vois cependant le peuple nicaraguayen prendre les armes et essayer de dire aux Américains « Halte là, ne prenez pas notre banane, ne prenez pas notre sucre, ne prenez pas notre riz, ne prenez pas notre terre, ne croyez pas que vous pourrez demain faire la loi sur notre terre. » Je vois ça, Gérard, et c'est pour nous très grave. Je suis bien d'accord. Mais c'est une expérience qui est en train de se faire. C'est un processus qui n'est pas arrivé à sa conclusion. Et nous ne savons pas nous ne pouvons pas encore juger de cette expérience parce qu'elle est en cours et nous ne pouvons pas juger du résultat. C'est le problème de la conscientisation des forces en présence. Et qu'est-ce qui est possible scientifiquement, vraiment, et méthodiquement? Qu'est-ce qui est possible de faire? Et devons-nous prendre les armes? Et devons-nous, à l'instar de Gandhi ou de Martin Luther King, pratiquer une politique de non-agression, non-violence, de non-violence? Ou bien devons-nous nous contenter plutôt de faire la fête et de chanter? Il n'y a pas d'autre alternative. Il faut choisir entre ces différentes solutions. Il faut choisir, mais il faut aussi établir une stratégie parce qu'il est important pour les petits peuples comme le peuple nicaraguayen, comme le peuple cubain ou comme le peuple de Grenade. Parce que là, l'autre jour, nous avons assisté tous en Haïti et en tant qu'Haïtiens à cette tragédie d'un petit peuple ayant les mêmes origines que nous, ayant la même situation géographique, et littéralement écrasé sous le coup de poing du grand frère. Ce que je suis amené à penser à propos de la Grenade, et je le pense aussi entre deux personnes, et je le pense aussi dans la confrontation entre le pouvoir et le secteur démocratique, c'est de ne pas franchir la limite de rupture et dans la confrontation. Ne pas franchir la limite de rupture qui incite l'autre à vous briser. Pourvu que l'autre nous respecte. C'est un sens, il y a un sens, non de la survie pour la survie, mais de notre conservation. C'est un sens un instinct de conservation aussi. Et la Grenade a été, le pouvoir qui s'est établi en Grenade a été vraiment brisé par ce qui est survenu après. L'intervention américaine. L'intervention américaine. Et je crois qu'on pouvait inciter les Américains à ne pas intervenir par une autre politique. Et je crois que partout, nous pouvons inciter l'agresseur à ne pas nous détruire et à ne pas intervenir brutalement. Et nous devons l'obliger à regarder en face les choses et l'amener à une table de concertation, de dialogue et de négociation. Mais nous ne devons pas provoquer l'agresseur comme on provoque stupidement un tigre, une bête fauve qui est prête à sauter sur nous. Mais ce tigre, souvent, a des dents atomiques. Et ça fait peur à tout le monde, Gérard. Oui, mais c'est la peur qui nous incite aussi à exprimer nos émotions négatives et agressives et à obliger l'agresseur
à sauter sur nous comme sur une proie. Il ne faut pas avoir peur. Il faut poser carte sur table, obliger les autres à parler. Et s'ils ne veulent pas parler, à nous, et demander à d'autres de leur poser la même question. Et multiplier les questions. Je crois que c'est ça le problème qu'il... Cela nous emmène très loin. Dans nos considérations sur ces antagonismes, dont l'antagonisme nord-sud, mot pudique pour exprimer ce que d'autres appellent la lutte des classes. La lutte entre les impérialismes occidentaux et les pays du tiers-monde, et les pays dépendants. C'est une lutte économique, c'est une lutte politique, et c'est parfois, comme dans le cas du Nicaragua, une lutte armée. Remarquez qu'on pourra nous répondre aussi, n'est-ce pas la même lutte qui se mène en Afghanistan ? On pourra aussi nous le répondre, et je crois qu'à cela aussi il y a des réponses. Mais la question est ailleurs. Pour Gérard Chenet, retour d'Afrique, visitant son pays, partageons un petit peu cette expérience africaine. On a l'impression, en vous écoutant, Gérard Chenet, que l'expérience africaine, l'expérience sénégalaise, vous a apporté beaucoup de sagesse, beaucoup de sérénité dans votre regard sur l'homme et sur vous-même. Lorsque je me trouvais souvent dans une conférence africaine, et que j'ai eu l'occasion souvent d'organiser, conférence des ministres de l'éducation, et très souvent les ministres ne terminaient pas la séance, la réunion ou le débat, et tant qu'ils n'étaient pas unanimes à être d'accord, à être d'accord sur un problème et discuter et que l'on venait de poser. Et les Africains tiennent à ce consensus souvent unanime pour vraiment justifier toute action. Et parce que la minorité aussi a droit à la parole et à des égards. Il n'est pas suffisant que la majorité absolue plus un soit d'accord pour que l'autre partie soit écrasée et complètement ignorée. Cela donne une autre perspective aux rapports humains à l'intérieur d'une société. Est-ce que la situation au Sénégal, sous le président Senghor et depuis son départ qui s'est produit d'une façon presque exemplaire pour le reste de l'Afrique, puisqu'il est l'un des seuls à avoir ainsi passé le pouvoir volontairement à son successeur, est-ce que cette situation que vit le Sénégal et dans laquelle vous avez vécu vous-même, vous inspire cette sagesse et quelle expérience politique, sociale, culturelle en avez-vous tiré, Gérard Chenet ? Bien, j'ai vu beaucoup de partis d'opposition à Senghor se manifester, s'exprimer, et j'ai vu aussi la façon dont le pouvoir sangorien s'est concerté avec l'opposition et pour arriver à la récupérer même. Et il arrive que souvent le pouvoir adopte les idées et les doctrines, les programmes qui ont été élaborés par les partis de l'opposition. Et au point que l'on se demande si ce n'est pas l'opposition qui récupère parfois le pouvoir, autant que le pouvoir récupère l'opposition. Mais il y a un consensus certain qui s'établit au fur et à mesure de leur confrontation. La confrontation est nécessaire, certes, je ne la nie pas, mais la confrontation, elle doit être menée sans agressivité, sans une connotation négative, sans insulte, sans injure, dans le respect de l'autre, le respect de l'interlocuteur. Mais c'est une confrontation qui doit aboutir à ce que nous désirons vraiment avoir, c'est-à-dire un équilibre, une harmonie. L'épanouissement de la société ne peut se faire que sur la base de cet équilibre. Pourtant, il y a eu entre Léopold Sédar Senghor, président de la République sénégalaise, et son plus véhément contradicteur, Cheikh Anta Diop, une espèce de rivalité qui s'est prolongée pendant tout le règne de Senghor. Comment voyez-vous
cette confrontation entre Cheikh Anta Diop et Senghor, Gérard Chenet, vous qui avez vécu très proche du président Senghor? Il y a eu entre Senghor et Cheikh Anta Diop et une cohabitation si proche, justement, et des idées et de leur programme que c'était plutôt une relation affective qui pouvait expliquer ce que tu appelles comment un conflit. Il n'y avait pas véritablement conflit. Il n'y avait pas conflit. Il n'y avait pas conflit entre Senghor et il y avait une certaine réserve de l'un par rapport à l'autre. Par rapport à l'autre. Mais sous le régime de Senghor, l'écrivain Cheikh Anta Diop a toujours conservé son laboratoire, a toujours été directeur du département scientifique. Et l'un appliquait ses idées, tandis que l'autre élaborait dans le silence du laboratoire et des théories. Au-delà de ces confrontations régionales au Sénégal ou en Côte d'Ivoire, un pays qui se sont développés plus ou moins pacifiquement, il y a cependant en Afrique des points qui ont été chauds et même violents. La Guinée, par exemple, avec la dictature de Sékou Touré. Et en gros, le continent africain, le continent noir africain, comment le voyez-vous, Gérard Chenet, actuellement sur la voie du développement? Est-ce que, après de longues années passées en Afrique de l'Ouest, on pourrait dire à nouveau que l'Afrique noire n'est toujours pas partie? Comme René Dumont le disait au début de la décolonisation, l'Afrique noire est mal partie. C'est se mettre, et d'abord, du point de vue de l'Occident, c'est-à-dire de l'homme qui jouit des rapports entre l'Afrique et l'Occident. Qui en profite. L'homme qui en profite, c'est de se mettre de ce point de vue, qui fait que l'on peut dire que l'Afrique noire n'est pas partie. Comment l'Afrique noire n'est-elle pas partie? Et dans l'ensemble, la vie africaine est une vie qui est basée sur la relation de l'homme avec la tradition. Il n'y a pas eu véritablement coupure et déracinement de l'homme africain. Il repose sur ses traditions, sur des traditions d'amour, d'amitié, de fraternité, d'entraide, et sur une tradition de renoncement aussi, où il y a un certain équilibre entre les préoccupations spirituelles et les préoccupations matérielles. C'est se placer du point de vue de personnes qui n'ont que des préoccupations matérielles qui fait dire que l'Afrique noire n'est pas partie. Mais l'Afrique noire, dans son ensemble, me donne l'impression d'équilibrer toujours, l'homme africain me donne cette impression d'équilibrer toujours en lui-même ses préoccupations spirituelles, métaphysiques et ses préoccupations matérielles. Il n'est pas à la recherche, dans une course effrénée de l'argent, comme je l'ai constaté en Occident, et particulièrement en Amérique. Et un peu en Haïti aussi, j'ai constaté cette course. Pourtant, Gérard, en vous écoutant, je me souviens des échos qui nous parviennent en Occident de la grande sécheresse qui ravage les pays du Sahel et les pays bordant les zones désertiques et l'avancée de ce désert dans des pays comme le Sénégal, dans les pays comme le Soudan, dans les pays comme le Tchad, dans les pays, je pourrais en citer de longues listes. Alors les préoccupations matérielles comptent aussi pour les paysans de ces régions qui souffrent de l'avancée du désert et de la désertification et de la sécheresse. Et ces préoccupations matérielles ont-elles échappé aux dirigeants de ces pays qui n'ont pas pris les mesures qu'il fallait pour construire une agriculture valable? Non, je ne dis pas qu'elles ont échappé. Et je dis que les préoccupations ne sont pas seulement d'ordre matériel. Donc il y a un équilibre. Il y a un équilibre dans la vie africaine. Et
quant aux méthodes et pratiques, techniques, scientifiques à appliquer pour arriver à un surdéveloppement ou à un plus grand développement de la vie matérielle. Je crois que les Africains sont conscients de cela, mais tu sais bien qu'il ne suffit pas d'en être conscient et que l'application de ces méthodes dépend des rapports économiques qui s'établissent entre le tiers-monde et le Nord. Mais je crois qu'ils sont tous conscients de la nécessité d'appliquer une technologie intégrée, non pas une technologie tous azimuts, mais une technologie qui est intégrée, adaptée, appropriée justement aux besoins de l'Africain. Gérard Chenet, je ne veux pas être trop tatillon, mais comment, selon vous, l'expérience vécue au Sénégal, dans un pays ayant beaucoup de ressemblances avec Haïti, et je me souviens lors du passage du président Senghor à Port-au-Prince, les membres de son entourage, les membres de sa suite, nous disaient à nos Haïtiens combien certains points de la vie haïtienne leur rappelaient des choses familières au Sénégal. Comment cette expérience sénégalaise peut-elle inspirer votre vision d'une Haïti actuelle et d'un développement haïtien? C'est beaucoup dire que le Sénégal ressemble à Haïti. Certes, extérieurement, par certains facteurs extérieurs, il y a une ressemblance. Mais la différence fondamentale, c'est que, comme je viens de te le dire tout à l'heure, et le Sénégal repose sur ses traditions. Il n'y a pas eu coupure et déracinement. Tandis que cette coupure et ce déracinement que nous-mêmes, Haïtiens, nous avons enduré et subi, a provoqué chez nous un traumatisme grave qui n'est pas encore guéri. Qui n'est pas encore guéri. Et qui endure non seulement le collectif, mais l'individu haïtien aussi. Donc, ils ne vivent pas sur les mêmes acquis, tous les deux. Ils n'ont pas les mêmes motivations psychologiques profondes qui les font agir, qui déterminent leur action. Voilà pourquoi, de ce côté-là, ils sont très différents. Et c'est à cause de cette différence que, selon vous, Gérard Chenet, il n'y a pas de comparaison possible et d'échange d'expériences réciproques? Il y a un échange d'expériences nécessaire, justement, qui serait nécessaire pour nous, afin de voir comment nous pourrions... Je crois que cette expérience, cet échange avec l'Afrique, pourrait nous sensibiliser davantage sur la nécessité d'une quête d'identité, c'est-à-dire de porter le regard sur notre culture, sur nous-mêmes, sur notre conditionnement, sur tout ce que nous avons enduré comme souffrance dans le passé, mais sur tout l'effort que nous avons fait pour nous édifier aussi. Porter ce regard et approfondir la connaissance de nous-mêmes dans tous ces aspects, les aspects psychologiques aussi bien que les aspects matériels. Mais ce qui se passe, c'est que pendant de longues années après l'occupation, il y a eu justement dans certaines élites intellectuelles le retour à l'Afrique. On a beaucoup parlé, après Price-Mars, du retour à l'Afrique et l'africanité de cette conception d'une nouvelle Haïti a été la règle pendant des décennies. Qu'en est-il de l'africanité en Haïti pour quelqu'un qui a réellement vécu le quotidien de l'africanité? L'haïtien est un creuset. Haïti, la culture haïtienne est un creuset de culture. Et elle ne contient pas des facteurs d'africanité, les sources ou les éléments de la culture africaine. Elle contient aussi, et en grande partie, des éléments de la culture occidentale. La langue créole n'est pas une langue africaine. Elle est la dernière née des langues romanes. Donc, nous ne pouvons pas... L'erreur que nous faisons, peut-être, c'est de nous croire africains. Et nous n'avons pas à essayer de ressembler à d'autres. C'est en poursuivant toujours cette quête d'identité, en approfondissant notre culture, que nous pouvons véritablement nous voir, savoir qui nous sommes et agir en fonction de ce que nous sommes. Merci Gérard Chenet.
La révolution ou le mouvement de 46 constitue un exemple puissant dans lequel les alliances entre classes sociales et écoles de pensée ont ouvert la voie à un potentiel démocratique. Ces événements ont également marqué la fin du mulâtrisme, mettant en évidence l'influence de la pensée noiriste sur la politique haïtienne.